La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Bientôt 7h15, c'est les voix de l'économie. Votre invité Charles, le président de France Industrie. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Alexandre Sobo. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Classique. Vous défendez les intérêts des grands groupes industriels. Demain, François Bayrou va prononcer sa déclaration de politique générale. Quelles sont vos attentes ? Je défends toute l'industrie. Nous avons les PME, les ETI, les fédérations, les grands groupes. Écoutez, j'attends de François Bayrou qu'il pose un diagnostic lucide sur la situation du pays et qu'il esquisse des réponses qui ont une chance de marcher. Je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est tout ce qui tourne autour de la fiscalité. On a le pays le plus fiscalisé du monde avec 48% de prélèvements obligatoires. On a 58% de dépenses, 57% de dépenses sur PIB, de dépenses publiques sur PIB. Donc, j'aimerais qu'ils disent avec force que on ne réglera aucun des problèmes du pays en augmentant les impôts, qu'ils prennent un engagement fort de ne pas augmenter les impôts. Ça serait quelque chose qui pourrait rassurer et qu'on s'occupe de la dépense publique. J'aimerais, sur le sujet de la création de richesse, qui est un vrai problème, quand on voit le recul de la France en classement dans le PIB par habitant, là aussi, qu'on traite des vrais sujets. On débat de justice fiscale. Il y a une étude récente de l'INSEE qui montre qu'on divise par 6 les inégalités de revenus entre les 10% les plus riches et les 10% les moins riches, avec l'ensemble du système fiscalité, redistribution, prise en charge. Donc le sujet de la France ne peut pas être la justice fiscale. On passe d'un écart de 18 fois à 3 fois quand on met l'ensemble de ce qui existe. Le sujet, c'est la création de richesse. C'est comment est-ce qu'on fait réaugmenter le PIB, comment est-ce qu'on fait plus d'innovation, comment est-ce que collectivement on travaille plus, comment est-ce qu'on améliore l'efficacité de la dépense publique. Ça, c'est des vrais sujets sur lesquels j'aimerais bien entendre le Premier ministre. Il y a la question de la fiscalité, il y a la question aussi des dépenses, et notamment des aides que peuvent toucher les entreprises. Est-il possible, dans le contexte actuel, avec ce déficit qu'on connaît, de demander à la fois pas de hausse d'impôts, mais pas non plus moins d'aides pour les entreprises ? Écoutez, ce qu'il faut bien voir, c'est le net. C'est-à-dire que ce que regarde une entreprise, c'est le net d'entre ce qu'elle paye et ce qu'elle reçoit. Et aujourd'hui, en moyenne, les entreprises françaises payent 4 points de PIB de plus de prélèvements, charges et impôts que la moyenne européenne et 5 points de plus que les Allemands. Donc le sujet, c'est pas est-ce qu'il y a telle ou telle aide. Globalement, on a un écosystème dans un univers ouvert. On serait en frontières fermées, on aurait des droits douane autour de la France. On pourrait se poser les questions différemment. À mon avis, ça marcherait pas beaucoup mieux. Mais sur cette question précise, on pourrait regarder le sujet différemment. Donc le sujet, c'est pas est-ce qu'il faut enlever telle ou telle aide. C'est globalement, il y a 4 à 5 points de prélèvement de trop sur les entreprises françaises aujourd'hui. Et les entreprises industrielles que je représente, étant soumises à la concurrence internationale, sont les plus pénalisées par cette situation. Oui, mais autant de baisses, c'est aussi moins compensé par des hausses d'impôts. Il y a aussi un lien logique entre les deux. Quand on parle, par exemple, de l'apprentissage, quand vous voyez, par exemple, que la Cour des comptes propose de supprimer les aides pour l'apprentissage pour les grands groupes, en ont-ils réellement besoin ? Mais l'apprentissage, c'est à la fois un investissement et c'est un coût. La réalité, c'est que les entreprises payent une cotisation pour financer tout ça. Et donc, finalement, une partie de ces aides, c'est le retour d'une cotisation et d'une socialisation ou d'une mutualisation qui a été décidée par l'État. Il y a des systèmes dans lesquels il n'y a pas d'aide, mais il n'y a pas de prélèvement. En Allemagne, l'ensemble du dispositif d'accompagnement de la formation professionnelle est totalement à la main des branches. C'est les conventions collectives et des accords dans les branches. Donc, il y a plusieurs systèmes qui existent, mais regarder l'aide sans regarder l'ensemble des prélèvements n'a pas de sens. Après, on est passé de 8 000, je crois, au plus haut. Là, on est à 6 000 et on est en route pour aller à 5 000, peut-être 4 500. Oui. Là aussi, le niveau de l'aide peut s'ajuster pour garder l'efficacité, mais l'apprentissage, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Donner à tous les jeunes de ce pays une formation adaptée aux besoins du monde économique qui correspond à ses attentes et qui lui permet de bien s'insérer sur le marché du travail, croyez-moi, ça rapporte beaucoup plus que ça coûte. Et d'ailleurs, cette baisse de l'aide à l'apprentissage, est-ce qu'on peut avoir une idée concrète de sa conséquence dans les entreprises ? Il n'y a aucune raison de faire une différence par taille d'entreprise. Un apprenti, il a la même valeur pour Airbus, pour une PME de la mécanique, pour une entreprise du textile ou pour dans l'agroalimentaire. Le sujet, c'est est-ce qu'on veut être sûr que l'ensemble des apprentis de ce pays soient accueillis et qu'on ait un écosystème favorable. Donc, quelle est la raison de faire une distinction par taille ? Après, le niveau se discute. Il faut que ce soit efficace, il faut que les gens aient envie de le faire. Le niveau qui avait été calé permettait de passer un message simple. La première année, votre apprenti ne vous coûte rien. Je pense que c'était un message fort qui a été entendu, qui fait qu'on a doublé le nombre d'apprentis. Ça a participé de la baisse du chômage, ça a participé de la meilleure intégration sur le marché du travail de beaucoup de jeunes de ce pays. Et c'est une très bonne chose.
Les plans se sont multipliés, les plans sociaux ces derniers mois, avec des défaillances d'entreprises qui sont à un niveau assez élevé. Comment voyez-vous l'année qui s'ouvre, l'année 2025 ? Écoutez, je suis à l'évidence pas serein. La conjoncture est difficile, la réglementation augmente tous les jours, les droits de douane et les actions commerciales des Chinois comme des Américains sont de plus en plus agressives. Il faut à la fois accompagner les entreprises qui sont soumises à ces contraintes pour limiter au maximum les conséquences sociales et préserver l'activité. Et puis il faut aussi que l'Europe se réveille pour qu'elle se rende compte dans quel monde économique on est aujourd'hui. On va y venir sur l'Europe, mais est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'estimer le nombre d'emplois qui pourraient être menacés sur l'année 2025 dans le secteur industriel ? Non, c'est difficile, mais aujourd'hui, on est sur des rythmes d'annonces ou de réflexion sur ces sujets qui me font penser à des périodes de crise douloureuses comme 2003, 2009 ou 2011, 2012. Ce retour du chômage, est-ce qu'il peut aussi s'expliquer par le fait que les industriels ont parfois eu une forme de rétention de leurs salariés qualifiés dans les périodes difficiles ? Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ou est-ce qu'elle s'en sépare ? Non. Une entreprise industrielle, ce qui fait sa force, c'est l'ensemble des compétences humaines et techniques qu'elle a rassemblées. Donc avec les réformes qui ont été faites au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on nous a donné un cadre qui nous permet de conserver le plus longtemps possible les compétences dans la perspective que ça redémarre, les outils autour du chômage partiel, tout ce qui a été fait d'assouplissement du droit du licenciement, ça a eu comme conséquence une stabilisation de l'emploi et un meilleur engagement des entreprises par rapport à l'emploi. Maintenant, il y a toujours des limites à cet exercice et à un moment donné, quand la conjoncture se dégrade, on est obligé de s'ajuster, même si on le fait le plus tard possible. Là où il y a 15 ans, on le faisait le plus tôt possible. Vous nous parlez de la situation difficile qu'il y a en France. Si on regarde ailleurs, en Europe, et le cas de l'Allemagne, est-ce que l'Allemagne ne va pas moins bien encore que nous ? L'Allemagne part de plus haut. Il y a plus d'industrie, il y a plus de rentabilité, il y a plus d'investissement, il y a moins de chômage. Donc peut-être qu'elle part de plus haut, mais aujourd'hui elle est dans une meilleure situation que nous. Et le sujet n'est pas tant de se comparer à l'Allemagne que de se poser la question, est-ce que l'Europe a pris conscience qu'elle a un énorme défi de souveraineté et que derrière la souveraineté, c'est sa capacité à produire. On a eu un peu l'impression que dans les 5 dernières années, le mandat précédent de Madame von der Leyen, l'Europe s'est échinée à réduire la capacité à produire en Europe. Alors que c'est la zone où on émet le moins de carbone par unité de production, c'est la zone qui est déjà la plus réglementée du monde. À chaque fois qu'on déplace de l'activité de France vers l'Europe et de l'Europe vers le reste du monde, on dégrade la situation de la planète. Ce que vous demandez sur ce calendrier de la transition climatique qui concerne notamment les voitures électriques, mais pas seulement, est-ce qu'il faut le repousser ou l'abandonner ? Non, il faut à chaque fois qu'on prend une mesure se poser la question si l'effet de cette mesure est d'abord de réduire la production faite en Europe ou d'améliorer la situation. Et sur le calendrier qui a déjà été pris, pas sur les futurs, mais sur les calendriers qui existent actuellement. Sur le calendrier, aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits. Je ne sais pas si un assouplissement ou un retour en arrière sera suffisant pour sauver la situation. Malheureusement, on est typiquement dans une décision où on a choisi, au lieu de respecter la neutralité technologique, de travailler avec un secteur et de lui donner un objectif atteignable, ambitieux mais atteignable. On a fixé une solution et on s'est dit ça suffira. Et on se réveille comme toujours quand on fait ça, avec la gueule de bois. Merci Alexandre Sobo, le président de France Industrie dans les voies de l'économie ce matin. Merci à vous d'être venu. Merci. Charles, à demain 6h pour la matinale de l'économie, à suivre les coulisses de la politique avec Marcelo Westfred. C'est la rentrée parlementaire aujourd'hui, mais les députés auront-ils de quoi s'occuper ? Et Marcelo pose la question tout de suite. Si on parlait français avec Karine Dijoux, Radio Classique.